Le sang perlait sur le visage de Thierry Dubois tandis qu'il fixait l'insigne de police jeté avec mépris à ses pieds. Les agents souriaient, ignorant l'évaluation tactique déjà achevée dans l'esprit de Thierry. Ces flics n'avaient aucune idée qu'ils venaient de réveiller un géant endormi aux compétences de combat classifiées. Avant de plonger dans cette histoire choquante d'injustice et de rédemption, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de chercheurs de vérité. Comment réagiriez-vous si vous étiez ciblé simplement à cause de votre apparence? Découvrons ce qui se passe lorsque des flics corrompus ont choisi la mauvaise famille à intimider. Le camion de déménagement s'éloigna de l'impressionnante maison coloniale à 2 étages tandis que Thierry Dubois examinait sa nouvelle propriété avec un optimisme prudent. À 48 ans, mesurant 1,85 m et pesant 130 kg, il présentait une silhouette imposante malgré ses tentatives délibérées de paraître inoffensif. Son épouse, le docteur Amélie Dubois, sortit de la porte d'entrée. Sa précision chirurgicale était évidente même dans la façon dont elle organisait leur déballage. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle, glissant son bras autour de sa taille substantielle. « Je pense que Chloé va adorer ici », répondit Thierry, ses yeux continuant leur balayage habituel du périmètre. Les vieilles habitudes avaient la vie dure. Surtout pour quelqu'un qui avait passé 25 ans dans l'unité militaire la plus élite des forces spéciales françaises. Pour l'observateur occasionnel, Thierry ressemblait à n'importe quel autre homme noir d'âge moyenne avec un peu trop de poids autour de la taille. Sa calvitie naissante et ses lunettes de lecture complétant l'image de la normalité suburbaine. C'était précisément l'image qu'il avait cultivée depuis sa retraite des forces spéciales il y a 3 ans. Les opérations classifiées, les innombrables missions et territoires où aucun Français n'était officiellement censé se trouver. Les décorations enfermées dans des coffres du Pentagone qui ne verraient jamais le jour, tout était enfoui sous le vernis soigneusement construit d'un homme de famille ordinaire. Leur fille de 15 ans, Chloé, dévala les marches de l'entrée, son enthousiasme contagieux alors qu'elle montrait diverses caractéristiques de leur nouvelle maison à Bellefontaine. Une banlieue aisée et majoritairement blanche de Lyon. « Papa, ma chambre a une banquette près de la fenêtre. Et je peux voir tout le quartier d'ici. » Thierry sourit, s'accordant un moment de pure joie. Ce déménagement représentait tout ce pourquoi ils avaient travaillé. La position d'Amélie en tant que chef du service de neurochirurgie à l'hôpital Saint-Augustin de Lyon. L'acceptation de Chloé à la prestigieuse Académie des Tilleuls. Et sa propre entreprise de conseil qui offrait une couverture pratique pour son travail classifié occasionnel. La décision de quitter leur confortable maison d'Atlanta avait été principalement pour l'éducation de Chloé. Mais Thierry appréciait également le rythme plus tranquille d'un quartier de banlieue. Les Dubois passèrent la journée à déballer, à arranger les meubles et à transformer la maison en leur foyer. Vers 16 heures, Thierry remarqua une voiture de police roulant lentement devant leur propriété. Il en prit note mentalement, mais n'en parla pas à Amélie. Lorsque la même voiture passa de nouveau 30 minutes plus tard, son système d'alerte interne s'activa d'un cran. Au moment où le dîner fut prêt, il avait observé 3 véhicules de police différents passer devant leur maison. Plutôt une forte présence policière dans ce quartier, commenta-t-il nonchalamment alors qu'ils s'asseyaient pour leur premier repas dans la nouvelle maison. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Demanda Amélie, son intuition captant son ton. Avant qu'il ne puisse répondre, la sonnette retentit. Dehors se tenait une femme blanche, d'âge moyen, élégante, serrant un dossier et arborant un sourire figé. Bienvenue à Bellefontaine, je suis Madame Bertrand, présidente de l'association des résidents. Ses yeux balayèrent Thierry pour évaluer l'intérieur de leur maison. Thierry l'invita à entrer avec une politesse délibérée, notant son hésitation avant de franchir le seuil. Nous sommes si heureux d'avoir des familles diverses qui s'installent dans notre communauté, dit Madame Bertrand, soulignant le mot d'une manière qui le faisait ressembler à un diagnostic médical récent. Elle tendit à Thierry un épais dossier. Voici nos directives communautaires. Il y a quelques règles supplémentaires que nous jugeons nécessaires pour certaines maisons. Un rapide coup d'œil au document montra à Thierry que les règles supplémentaires incluaient des restrictions sur les rassemblements en extérieur. Des limitations de stationnement et des exigences paysagères beaucoup plus strictes que ce qu'il avait examiné lors de l'achat. Je ne me souviens pas de ces directives supplémentaires dans nos documents de clôture, dit Amélie agréablement, bien que Thierry reconnût l'acier sous son ton. Le sourire de Madame Bertrand se tendit. Oh, ce ne sont que des recommandations utiles pour maintenir l'harmonie du quartier. Après le départ de Madame Bertrand, Thierry la regarda par la fenêtre tandis qu'elle parlait avec animation au téléphone en regardant leur maison. Ça s'est bien passé, dit Amélie sarcastiquement. Bienvenue en banlieue. Le lendemain matin, Thierry vérifiait le système de sécurité lorsqu'il découvrit quelque chose d'alarmant. De minuscules caméras avaient été préinstallées dans toute leur maison, cachées dans les détecteurs de fumée, les luminaires et les bouches d'aération, utilisant des compétences affinées au cours de décennies de travail de contre-espionnage. Il retira soigneusement chaque appareil, notant les numéros de série du service de police gravés dans leur boîtier. Cet après-midi-là, tandis qu'Amélie et Chloé faisaient les magasins pour les fournitures scolaires, un couple amical d'en face s'arrêta pour se présenter. Jacques et Sophie Moreau, un couple interracial d'une 40aine d'années,
apportèrent une tarte maison et une chaleur sincère. Nous voulions vous souhaiter la bienvenue comme il se doit, dit Sophie, et vous donner quelques informations sur certaines choses, ajouta Jacques, baissant la voix. Autour d'un café, Jacques expliqua que le service de police local avait des antécédents troublants avec les résidents issus de la diversité. La famille précédente dans cette maison est partie après seulement 4 mois. Il y a eu des incidents. Les Moreau décrivirent un harcèlement systématique, des contrôles routiers constants, des plaintes pour tapage nocturne, même des violations de codes manufacturés. Le commissaire de police, Martial Mercier, est là depuis toujours, et le maire le soutient entièrement, expliqua Sophie. Soyez juste prudents, surtout en conduisant. Ils adorent arrêter les nouveaux visages qui ne correspondent pas au profil du quartier. Après le départ des Moreau, Thierry effectua un balayage approfondi de la propriété, découvrant 2 autres dispositifs de surveillance dans le jardin. Ce soir-là, alors que Thierry relevait le courrier, il trouva une enveloppe non marquée contenant une simple note, « Mauvais quartier ». Il la glissa dans sa poche sans commentaire, son esprit calculant déjà les menaces potentielles et les contre-mesures nécessaires. Cette nuit-là, allongé et éveillé aux côtés d'Amélie, Thierry réfléchit aux missions qu'il avait menées à travers le monde, neutralisant des menaces, extrayant des otages, recueillant des renseignements dans les régions les plus dangereuses du monde. Il était profondément ironique qu'après avoir survécu à tout cela, il soit maintenant confronté à une menace pour sa famille dans une banlieue française supposée sûre. Il avait naïvement cru que son rang, son dossier de service et leur statut professionnel les protégeraient du racisme quotidien auquel de nombreux Français d'origine africaine étaient confrontés. Maintenant, en regardant le balayage occasionnel des phares de police sur le plafond de leur chambre, Thierry réalisa qu'il avait sous-estimé l'ennemi sur son propre sol. Au matin, il avait formulé une stratégie de défense préliminaire. Si Bellefontaine voulait jouer à la guerre avec sa famille, ils apprendraient bientôt qu'ils avaient choisi la mauvaise cible. Ce qu'ils voyaient comme un homme noir d'âge moyen en surpoids était en réalité l'un des opérateurs secrets les plus hautement entraînés que l'armée française ait jamais produit. Et Thierry Dubois n'avait jamais perdu une guerre. La première journée de Chloé à l'Académie des Tilleuls commença avec de grands espoirs qui dégénérèrent rapidement en cauchemars. Thierry la regarda redresser son uniforme avant d'entrer dans l'imposant bâtiment de briques. Ses épaules carrées avec la confiance tranquille qu'elle avait héritée de ses 2 parents. À l'heure du déjeuner, Amélie reçut un appel de leur fille, essayant de maintenir son sang-froid malgré les larmes. Un groupe d'élèves l'avait encerclée dans le couloir, lui demandant si elle était le cas social, et si elle était entrée grâce à un quota de diversité. Lorsque Chloé mentionna fièrement ses excellents résultats au test et la profession de sa mère, un garçon rit et demanda « Ton père fait quoi ? Agent de sécurité au centre commercial ?» La meneuse, découvrit-elle, était la fille de plusieurs officiers de police locaux. « Tu veux que je vienne te chercher ?» demanda Amélie. « Non », répondit Chloé avec détermination. « Ils n'auront pas le dessus dès le premier jour. » Thierry ressentit une vague de fierté face à la résilience de sa fille. Même si la rage bouillonnait sous son extérieur soigneusement maintenu. Cet après-midi-là, Thierry se rendit à l'épicerie locale pour approvisionner leur nouvelle cuisine. Il remarqua une voiture de police qui sortait derrière lui presque immédiatement, le suivant à une distance constante, utilisant des techniques de contre-surveillance devenues une seconde nature au cours de sa carrière. Thierry confirma qu'il était suivi. Il prit délibérément un itinéraire avec plusieurs virages, ne laissant aucun doute sur les intentions de l'officier. Lorsque les lumières clignotantes apparurent enfin dans son rétroviseur, Thierry était déjà mentalement préparé. Il s'arrêta méthodiquement, plaçant les 2 mains visiblement sur le volant. L'agent Martin s'approcha, la main posée sur son arme de service. Une précaution inutile qui en disait long. « Permis et papier du véhicule » exigea-t-il sans préambule. « Puis-je savoir pourquoi je suis arrêté ?» Thierry demanda calmement. « Comportement suspect », répondit Martin. « Vous avez pris un chemin très détourné depuis l'épicerie. » Thierry nota l'aveu qu'il l'avait observé avant même qu'il ne quitte le parking. Prendre des routes panoramiques est-il illégal à Bellefontaine ? La question lui valut un regard dur tandis que le partenaire de Martin s'approchait du côté passager, scrutant l'intérieur des vitres avec une curiosité évidente. « Sortez du véhicule », ordonna Martin. Thierry obtempéra avec une lenteur délibérée, son entraînement militaire lui permettant de paraître coopératif tout en cataloguant chaque détail, le nom sur l'insigne de Martin, le numéro de badge, la caméra de tableau de bord qui semblait désactivée, le signal de la main du partenaire indiquant qu'il procédait selon un plan prédéterminé. « Je vais fouiller votre véhicule », annonça Martin, sans demander de consentement. « Avez-vous un mandat ?» demanda Thierry d'un ton doux. « Ou une raison valable ?» L'expression de Martin s'assombrit. « Vous êtes de ceux qui pensent connaître la loi. » Comme par hasard, une autre voiture de police arriva et le sergent Duval en sortit. Thierry remarqua la façon dont Martin se référa immédiatement à lui. C'était la véritable figure d'autorité. « Vous avez des problèmes ici, Martin ?» demanda Duval, ses yeux évaluant Thierry avec un mépris évident. « J'expliquais juste les procédures locales à notre nouveau résident, » répondit Martin. Duval tourna autour de Thierry comme un prédateur. « Nous faisons les choses d'une certaine manière à Bellefontaine. Cela assure la sécurité de notre communauté. » Tandis qu'il parlait, Thierry remarqua un petit symbole sur le bracelet de Duval.
partiellement caché par sa montre, un emblème codé de suprématie blanche qu'il avait rencontré lors de briefings de renseignement sur les groupes extrémistes nationaux. Vos papiers ne semblent pas corrects, annonça soudain Duval, examinant le permis de Thierry. Nous avons eu des problèmes de contrefaçon ces derniers temps. C'est un permis de conduire français valide, répondit Thierry. Peut-être voudriez-vous le vérifier via votre système. Oh, nous vérifierons tout sur vous, promit Duval, la menace claire dans son ton. Les bras contre la voiture, les jambes écartées. Ce qui suivit fut une fouille délibérément humiliante, menée avec une force excessive. Thierry se soumit à l'indignité, utilisant des techniques de respiration développées lors des entraînements de résistance pour maintenir son calme. Lorsque la main de Duval pressa douloureusement son rein, Thierry ne réagit que par une légère tension musculaire. Sa retenue sembla frustrer le sergent, qui devint de plus en plus agressif. Vous savez, dit Duval d'un ton familier, vous correspondez à la description d'un suspect dans une série de cambriolages. Thierry ne dit rien, connaissant le jeu qui se jouait. Rien à dire là-dessus ? Se moqua Martin. J'aimerais en savoir plus sur ces cambriolages, répondit enfin Thierry. Lieu, date, description spécifique fournie. Je suis heureux de coopérer à toute enquête légitime. Les agents échangèrent des regards, ne s'attendant clairement pas à une réponse aussi mesurée. La situation aurait pu dégénérer davantage sans une voiture qui ralentit en passant. Thierry remarqua une jeune femme brandissant son téléphone, enregistrant clairement la scène. Duval le remarqua aussi, son comportement changeant instantanément. Nous vous laisserons partir avec un avertissement cette fois, dit-il, reculant, mais nous vous surveillerons, j'en suis sûr. Sergent Duval, répondit Thierry, établissant un contact visuel pour lui faire savoir que le nom avait été noté. Passez une bonne journée. En rentrant chez lui, l'esprit de Thierry fonctionnait avec l'efficacité froide qu'il avait maintenue en vie lors d'innombrables opérations. Il avait identifié positivement 2 acteurs hostiles, confirmé une surveillance systématique et établi que les forces de l'ordre local opéraient en dehors des limites légales avec des motivations raciales claires. La situation était, en termes militaires, un danger clair et présent pour sa famille. Ce soir-là, après avoir raconté l'incident à Amélie, Thierry attendit qu'elle et Chloé soient endormies avant d'allumer son ordinateur portable. Utilisant des compétences en cybersécurité développées lors d'opérations conjointes avec des agences de renseignement, il créa une connexion cryptée et commença à sonder l'infrastructure numérique du commissariat de Bellefontaine. Leur sécurité était risible comparée au système qu'il avait à la fois pénétré et protégé au cours de sa carrière. En quelques heures, il avait accès aux communications internes, aux dossiers du personnel et aux rapports d'incidents. Ce qu'il découvrit confirma ses soupçons et révéla quelque chose de plus inquiétant. Duval et Martin, ainsi qu'au moins 8 autres agents, appartenaient à un groupe qu'ils appelaient « le bouclier ». Leurs communications contenaient des insultes raciales explicites, des discussions sur le ciblage de propriétaires minoritaires spécifiques et des méthodes pour mener le harcèlement sans laisser de preuves. À 3 heures du matin, le téléphone de Thierry sonna avec un numéro non répertorié. Il répondit sans parler. « Arrêtez de fouiller », avertit une voix déformée. « Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous engagez. » L'appel fut déconnecté. Thierry posa le téléphone, un sourire sombre se formant. Celui qui était derrière cela venait de faire une erreur critique. Ils avaient confirmé qu'ils avaient quelque chose à cacher. Quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Selon l'expérience de Thierry, les gens ne menacent que lorsqu'ils se sentent vulnérables. Il retourna à son ordinateur, plongeant plus profondément dans le système corrompu qui avait osé cibler sa famille. À l'aube, il avait compilé suffisamment de preuves pour commencer à monter un dossier. Bien qu'il sache par expérience que le racisme systémique était souvent protégé par des couches de déni officiel et d'obstruction bureaucratique. Ce ne serait pas une opération rapide. Alors qu'il se préparait enfin à se coucher, Thierry vérifia Chloé dormant paisiblement malgré sa journée difficile. Il pensa aux innombrables missions qu'il avait entreprises pour protéger les intérêts français à l'étranger. Maintenant, le champ de bataille était venu à sa porte, menaçant ce qu'il avait de plus cher. L'ironie ne lui échappa pas. Après avoir affronté des terroristes, des seigneurs de guerre et des agents étrangers hostiles, la plus grande menace pour sa famille venait de ceux qui avaient juré de protéger et de servir leur propre communauté. C'était une guerre d'un genre différent, avec ses propres règles d'engagement. Mais Thierry Dubois n'avait jamais rencontré un conflit qu'il ne pouvait pas gagner. Un ennemi qu'il ne pouvait pas surpasser, ou une mission qu'il ne pouvait pas accomplir. Ses officiers n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. Mais ils l'apprendraient, un mouvement calculé à la fois. Le lendemain de l'interpellation, Thierry contacta Maître Antoine Dubois, un avocat spécialiste des droits civiques qu'il avait rencontré par l'intermédiaire de canaux militaires des années auparavant. Ils convinrent de se rencontrer dans un café du centre-ville de Lyon. Loin des regards indiscrets de la police de Bellefontaine. C'est délibéré et systématique, dit Maître Dubois après avoir examiné les preuves que Thierry avait recueillies. Mais le prouver sera difficile. Les services de police sont protégés par des immunités et les juges ont tendance à accorder le bénéfice du doute aux agents. Thierry hocha la tête, ayant anticipé cette réponse. Je ne cherche pas une victoire juridique rapide. J'ai besoin de comprendre toute l'ampleur de ce à quoi nous sommes confrontés.
Maître Dubois accepta de déposer une plainte formelle. Plus pour laisser une trace écrite que dans l'attente d'une action immédiate. Soyez prudent, Thierry, documentez tout, mais surveillez vos arrières. Des services comme celui-ci sont dangereux lorsqu'ils sont acculés. L'avertissement se révéla pertinent. En quelques jours, le harcèlement s'intensifia sur plusieurs fronts. Thierry reçut des amendes pour des infractions inexistantes, mauvaise gestion des déchets. Plainte pour tapage nocturne à des moments où personne n'était à la maison. Violation présumée du code du bâtiment pour des modifications qu'il n'avait pas effectuées. Lorsqu'il contesta ces amendes, fournissant des preuves photographiques réfutant les allégations, les documents disparurent mystérieusement, pour être remplacés par de nouvelles infractions. Un matin, ils se réveillèrent pour constater que leur service d'eau était coupé. La compagnie d'eau affirmait avoir reçu une demande d'annulation de la part du propriétaire. Il fallut à Amélie 3 heures et une menace de poursuite judiciaire pour le faire rétablir. Ils essaient de nous rendre suffisamment malheureux pour que nous partions, observa-t-elle alors qu'elle se préparait enfin pour le travail. En retard pour une opération. Ça ne marchera pas. Chloé fit preuve d'une résilience remarquable à l'école malgré l'isolement croissant et le harcèlement subtil. Mais sa force vacilla lorsqu'elle appela Thierry un après-midi, la voix serrée par la peur. « Papa, il y a une voiture de police qui me suit depuis l'arrêt de bus. » Thierry lui ordonna de marcher normalement pendant qu'il conduisait pour la rejoindre. Il arriva pour trouver l'agent Martin suivant lentement sa fille à une distance d'environ 10 mètres. Lorsque Thierry s'approcha, Martin se contenta de sourire et s'éloigna. « Il te disait quelque chose ?» demanda Thierry. « Non », répondit Chloé, visiblement secouée. Il était juste là tout le temps, à fixer. Cette nuit-là, Thierry installa des mesures de sécurité supplémentaires dans toutes leurs propriétés, détecteurs de mouvement, caméras cachées et un système de communication sécurisé qui ne serait pas vulnérable aux interférences locales. L'équipement provenait de contacts de son ancienne unité, une technologie non disponible aux civils. Pendant ce temps, Amélie menait sa propre bataille à l'hôpital Saint-Augustin. Des rumeurs avaient commencé à circuler parmi le personnel et les patients, remettant en question ses qualifications et suggérant qu'elle avait été embauchée pour remplir un quota de diversité plutôt que pour son expertise en neurochirurgie pédiatrique reconnue internationalement. Lorsqu'elle traça la source de ces rumeurs, elles menèrent à plusieurs membres du conseil d'administration de l'hôpital ayant des liens étroits avec le commissariat de Bellefontaine. Les Dubois n'étaient pas les seules cibles. Jacques et Sophie Moreau appelèrent pour signaler que leur voiture avait été vandalisée après avoir été vue dînant avec la famille Dubois. Le message était clair. Quiconque s'alliait aux nouveaux arrivants subirait des conséquences. C'est insensé, dit Jacques lorsqu'il s'arrêta pour montrer à Thierry les pneus lacérés et l'insulte graffée sur sa porte de garage. Nous vivons ici depuis des années sans aucun problème. Un dîner avec votre famille est soudain. Nous sommes aussi des parias. La situation exigeait des renforts. Thierry contacta Marc Fournier, un ancien coéquipier des forces spéciales. Désormais enquêteur fédéral, ils se rencontrèrent dans un lieu sécurisé en dehors de Lyon où Thierry exposa tout ce qui s'était passé. Ce n'est pas isolé à votre famille, confirma Fournier après avoir examiné les preuves. Nous suivons des schémas similaires dans des banlieues aisées de 3 départements. Des services de police locaux ciblant des professionnels issus de la diversité. En particulier des familles noires s'installant dans des quartiers majoritairement blancs. Donc, c'est coordonné ? Demanda Thierry. Pas coordonné nationalement, mais définitivement systématique, expliqua Fournier, plus comme un mode opératoire qui circule dans certains cercles. Créer suffisamment d'incidents, rendez la vie suffisamment inconfortable. Et la plupart des familles finissent par partir. Aucune action isolée n'atteint le niveau de harcèlement prouvable. Mais l'effet cumulatif chasse les gens. Thierry hocha la tête sombrement. Ils ont choisi la mauvaise famille cette fois. Avec le soutien de Fournier, Thierry commença à mener sa propre reconnaissance sur le commissariat, utilisant des techniques développées pour les opérations en territoire hostile. Il suivit les mouvements des agents, les horaires de service et les lieux de rassemblement. Il identifia les véhicules, documenta les interactions et cartographia le réseau de relations reliant le service aux intérêts du gouvernement local et des entreprises. Trouvez-vous choquant qu'un tel racisme systématique puisse exister dans la France moderne ? Commentez le numéro 1 si vous pensez que ces tactiques sont encore courantes dans certaines communautés. Ou le numéro 2 si vous pensez que ce niveau de coordination semble invraisemblable. Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous suivez l'approche méthodique de Thierry pour recueillir des renseignements. Abonnez-vous maintenant pour voir comment cet ancien commandant des forces spéciales retourne la situation contre ses harceleurs. Les informations cruciales que Thierry recueillit commençaient à former une image troublante lorsque l'assaut le plus direct se produisit. Les Dubois étaient en train de dîner lorsque 3 voitures de police s'arrêtèrent en crissant devant leur maison. Gyrophares clignotant, des agents frappèrent à la porte, annonçant qu'ils avaient un mandat basé sur un tuyau anonyme concernant une activité liée à la drogue. Thierry examina le mandat, notant plusieurs erreurs de procédure qu'il invaliderait probablement. Mais il savait que le contester sur le moment ne ferait qu'aggraver la situation. « Nous nous conformerons au mandat », dit-il calmement, « mais j'enregistre tout ce processus. » L'agent Martin sourit. « Enregistrez tout ce que vous voulez. Nous savons faire notre travail. »
Ce qui suivit ne fut pas une fouille, mais une dévastation. Les agents retournèrent les meubles, vidèrent les tiroirs sur le sol, déchirèrent les emballages alimentaires dans la cuisine et endommagèrent délibérément des objets personnels. Thierry observa Duval signalant à Martin par de subtils gestes de la main juste avant que Martin ne découvre un petit sac de poudre blanche caché derrière une étagère. Exactement là où l'une des caméras cachées de Thierry avait enregistré Martin en train de le planter quelques minutes plus tôt. Eh bien, dit Duval avec une surprise exagérée. On dirait que notre tuyau anonyme était exact. Thierry fut forcé au sol, un genou pressé contre son dos tandis que les menottes étaient appliquées avec une force inutile. Amélie protesta, documentant la scène avec son téléphone jusqu'à ce qu'un agent le fasse tomber accidentellement de sa main. Chloé regarda avec horreur, son expression passant de la peur à une colère froide qui reflétait la rage contenue de son père. Alors que Thierry était remis sur ses pieds, le sergent Duval s'approcha, parlant assez doucement pour que seul Thierry puisse l'entendre. « Votre fille a quoi, 15 ans ? Elle rentre parfois de l'école seule. Jolie fille, ce serait dommage si quelque chose lui arrivait. » Les muscles de Thierry se tendirent involontairement, chaque instinct de combat le poussant à neutraliser la menace. Au lieu de cela, il croisa le regard de Duval, sa voix d'un calme mortel. « Cela ressemble beaucoup à une menace contre mon enfant. » « Sergent !» Duval recula, souriant. « Juste une observation sur la sécurité dans notre communauté. On ne peut jamais être trop prudent. La situation aurait pu dégénérer davantage sans la foule croissante de voisins à l'extérieur. Beaucoup enregistrant avec leur téléphone. Même à Bellefontaine, l'optique de ce qui se passait était problématique. Duval ordonna à contre-cœur la libération de Thierry, affirmant qu'il poursuivrait l'enquête. Après le départ de la police, les Dubois examinèrent la destruction de leur maison. « Ils veulent que nous soyons brisés », dit Amélie en nettoyant doucement une coupure sur le front de Thierry où il avait été poussé contre un chambranle de porte. « Ils veulent que nous fuyions. » Thierry regarda son épouse, puis sa fille, qui redressait méthodiquement les meubles renversés avec la détermination concentrée de quelqu'un qui refuse d'être vaincu. « Je n'ai jamais fui un combat de ma vie, » dit-il doucement. « Je ne vais pas commencer maintenant. » Tandis qu'Amélie soignait ses blessures, Thierry partagea enfin plus de détails sur sa carrière militaire qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Il expliqua les forces spéciales, les missions qui n'avaient jamais fait les gros titres, l'entraînement spécialisé qui avait fait de lui l'un des opérateurs les plus redoutables de l'histoire militaire française. « J'ai retenu mes coups, admit-il, essayant de résoudre cela pacifiquement par les voies appropriées. Cela prend fin ce soir. » Amélie étudia son mari, voyant sous l'extérieur calme le guerrier stratégique qu'elle avait toujours su exister mais qu'elle n'avait que rarement aperçu. « Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est pourquoi j'ai été entraîné, » répondit Thierry. « Identifier la menace, recueillir des renseignements et neutraliser l'ennemi. » Dans la cuisine, Chloé balayait des éclats de verre, son jeune visage empreint de détermination. « Ils ont menacé notre famille. »« Papa, » dit-elle, sa voix ferme. « Dans certains pays, cela suffirait à justifier la guerre. » Thierry et Amélie échangèrent des regards, surpris par la férocité de leur fille. « Ce n'est pas la guerre. »« Chloé, » commença Amélie. « Si, ça l'est, » corrigea Thierry doucement. « C'est juste qu'elle se combat différemment ici. » Il se déplaça pour aider sa fille, père et enfant, travaillant côte à côte pour rétablir l'ordre dans leur maison violée. La différence, c'est que dans cette guerre, nous allons gagner en utilisant la vérité comme arme principale. Dehors, une autre voiture de police passa lentement devant leur maison. Thierry regarda par la fenêtre, notant l'agent prenant des photographies. Qu'ils regardent, pensa-t-il, qu'ils pensent qu'ils ont le contrôle. L'adversaire le plus dangereux est celui qui semble vaincu tout en planifiant méthodiquement votre destruction. Et Thierry Dubois avait fait tomber des régimes avec bien plus de ressources et de puissance de feu qu'un commissariat de banlieue corrompu. La vraie bataille ne faisait que commencer. Après le raid sur leur maison, Thierry intensifia son enquête, travaillant la nuit tout en maintenant une routine normale le jour. Son entraînement militaire l'avait préparé à opérer avec un minimum de sommeil. Et les enjeux exigeaient toute son attention, utilisant les preuves recueillies par ses caméras cachées, y compris des images claires de Martin plantant de la drogue chez eux. Thierry compila un dossier complet. Mais plutôt que d'exposer immédiatement ses preuves, il décida de creuser plus profondément. Quelque chose dans la nature systématique du harcèlement suggérait un schéma plus large que le simple racisme. Thierry commença à rechercher les anciens propriétaires de leurs propriétés et découvrit quelque chose d'éclairant. Les 3 dernières familles qui avaient acheté la maison étaient toutes des professionnels noirs qui avaient déménagé en moins d'1 an. L'élargissement de sa recherche à tout le quartier révéla un schéma similaire, des familles issues de la diversité emménageaient. Faisaient face à un harcèlement croissant, principalement de la part de la police, et finissait par partir. Les registres fonciers montraient que ces maisons étaient ensuite rapidement achetées à des prix inférieurs au marché par diverses entités corporatives qui toutes remontaient à une seule holding. Utilisant des canaux sécurisés, Thierry contacta un ancien officier du renseignement militaire qui travaillait désormais pour une agence fédérale. « J'ai besoin d'informations sur l'infiltration de groupes extrémistes dans les services de police. Spécifiquement en France, » expliqua-t-il, veillant à utiliser une communication cryptée.
Les données qu'il reçut étaient troublantes, mais pas surprenantes. Plusieurs services de police dans des banlieues aisées avaient été identifiés comme des havres potentiels pour l'idéologie extrémiste. Bellefontaine étant signalé dans 3 rapports internes distincts. Pourtant, aucune action n'avait été entreprise. Probablement en raison de pression politique et de la difficulté de prouver des problèmes systémiques plutôt que des incidents isolés. Par l'intermédiaire de Maître Dubois, Thierry contacta d'anciens résidents qui avaient fui Bellefontaine après des expériences similaires. Ils se rencontrèrent dans un lieu sécurisé, partageant des histoires qui suivaient le même mode opératoire, contrôle routier. Plainte pour tapage nocturne, vandalisme, preuves fabriquées et menaces croissantes jusqu'à ce qu'ils sentent qu'ils n'avaient d'autre choix que de partir pour la sécurité de leur famille. Nous aurions dû nous battre, dit un ancien résident nommé Michel Lefebvre, un ingénieur logiciel qui avait déménagé sa famille après que son fils eût été faussement arrêté. Mais quand il cible vos enfants, votre instinct de survie prend le dessus. Vous voulez juste qu'ils soient en sécurité. Tandis que Thierry recueillait des preuves auprès des adultes, Chloé menait sa propre bataille à l'école. Elle créa un groupe de médias sociaux cryptés pour les